Mesdames, Messieurs, bonsoir. Quand une femme tombe enceinte, elle s'attend à ce que la grossesse évolue normalement jusqu'à l'accouchement. Pour certaines des femmes d'entre elles, pour certains d'entre elles, le fœtus se développe en dehors de la zone habituelle, c'est-à-dire en dehors de l'utérus. Et donc, le fœtus se retrouve quelque part où il ne fallait pas, et donc au mauvais endroit. Quand cela arrive ainsi, ça s'appelle une grossesse extra-utérine, communément appelée GEU. Quelles sont les causes, les symptômes, les conséquences pour les femmes enceintes victimes donc du GEU? Eh bien, vous aurez tout à l'heure les réponses dans un instant avec notre invité, docteur Amewi Dédé Bénédicta. Elle est médecin gynécologue obstétricienne. Avant qu'elle ne s'installe, nous allons ouvrir cette émission par le volet Actu Santé. Olive, bonsoir. Bonsoir, Marcel. La semaine dernière, nous avons parlé du choléra. Bien sûr. Le mardi 22 passé, nous avons parlé du choléra, où nous avons reçu le docteur Simon-Pierre Amadi Hassan sur ce plateau, qui nous a parlé d'abord des causes du choléra, les symptômes et surtout la prévention. Merci Olive. La réalisation nous projette le résumé réalisé par Olive pour nous remémorer tout ce que le docteur a dit. Le thème de santé d'abord du mardi 22 mai a porté sur le choléra, les mesures de prévention, les symptômes et le traitement. L'invité était Dr Hassan Simon-Pierre. Le choléra est une maladie. Oui. C'est une maladie de l'intestin. Donc, qui est causée donc par un germe, c'est-à-dire un microbe, qui va donc créer des lésions au niveau de l'intestin. Donc, il parvient à l'intestin en passant par la bouche. Et de l'intestin, il va sortir de l'organisme en passant par l'anus. Et donc, nous disons que le choléra est une maladie orofécale. Cette maladie, qui est due à plusieurs facteurs et cause beaucoup de décès, a des symptômes particuliers. Les signes phares, c'est cette diarrhée, c'est le vomissement, d'accord, qui accompagne cette diarrhée. Donc, dans le jargon populaire, on dit que les deux robinets sont ouverts. Après quelques jours, il s'installe donc des douleurs abdominales et c'est là que survient aussi une diarrhée. Mais cette diarrhée, elle n'est pas faite d'eau, elle n'est pas hydrique. Elle est différente de la diarrhée qu'on observe dans le cas du choléra. Dr Hassan Simon-Pierre a rappelé les mesures prises par le gouvernement pour prévenir et gérer les cas. Il a en outre prodigué d'utiles conseils à la population pour élever son niveau d'alerte. Dans notre pays, ce qu'il faut retenir, c'est que le choléra va avec la saison pluvieuse, quelle que soit la zone. Donc, c'est une maladie qui va avec la quantité d'eau qui descend. Ouais. En réalité, qu'est-ce qui se passe? C'est que le germe lui-même vit dans des petits animaux qui sont dans l'eau. Lorsqu'on va consommer des aliments qui proviennent de ces zones-là ou qui portent ce germe, on va attraper la maladie. Le ministère est assez outillé en ce qui concerne la lutte contre la maladie. Alors Marcel, la dernière fois tu étais aussi à Sokodé à la polyclinique. C'était déjà pourquoi? Oui, j'étais à la polyclinique de Sokodé pour recueillir des informations sur le fonctionnement de ce centre de santé publique pour voir quelle est la qualité de la prestation, est-ce que les gens sont satisfaits de toute façon des prestations que donne le personnel et quelles sont également les attentes de ce personnel. Heureusement, on nous a ouvert les portes et nous avons pu tendre le micro au premier responsable qui gère, Dr Ndiao, qui gère la polyclinique de Sokodé. On va suivre mon reportage. Dès que les portes de la polyclinique de Sokodé nous sont ouvertes, nous avons vu le personnel à pied d'œuvre satisfaire les patients. Ici, c'est l'accueil. Nous sommes là pour accueillir les malades.
Quand ils arrivent, ils passent par ici d'abord et on prend la conscience avant de les diriger à la consultation. C'est ce que nous faisons ici. Quelle catégorie de patients vous recevez ici? Femmes, hommes, élèves, quoi exactement? Oui, sauf les femmes enceintes. On reçoit presque tout. Selon la direction, tous les compartiments fonctionnent à plein régime. La polyclinique de Sokode, que c'est l'hôpital de district. Là, nous avons un service de maternité. La maternité de la polyclinique de Sokode, quand elle réfère un patient, en tout cas une femme en travail au CHR, c'est pour avoir le service de la césarienne, pour faire la césarienne. Donc, nous avons normalement les compétences nécessaires pour assurer un bon accouchement aux femmes qui viennent à la maternité de la polyclinique de Sokode. Alors, nous avons également le service de médecine, le service de médecine générale qui reçoit toutes les pathologies, vraiment qui ne nécessite pas une hospitalisation. Je pense que nous n'avons pas le service d'hospitalisation, donc nous avons l'hôpital de jour. Nous avons également un service d'assainissement, étant donné qu'il y a en même temps la direction préfectorale. Donc ça nous permet de faire des activités de contrôle de qualité en matière de prévention et contrôle des infections au niveau du centre même. On fait des sorties en ville pour essayer de faire des contrôles des denrées alimentaires, faire des contrôles au niveau des boutiques pour vérifier un peu ce qui est servi à la population. Et également, on fait des sorties également pour visiter les autres centres de santé pour voir comment ils arrivent à mettre en œuvre les activités de façon à ce que leurs patients soient protégés de certaines infections, en tout cas des infections nosocomiales. Dans la santé, si on n'a pas le matériel qui nous permet de faire le diagnostic, on ne peut pas faire un travail de qualité. Et donc nous avons également le laboratoire qui fait un certain nombre d'analyses, que ce soit l'hématologie, que ce soit la parasitologie, la biochimie. Nous avons un laboratoire qui est performant. Quand on soigne, il faut avoir des médicaments aussi. Donc nous avons une pharmacie et nous avons fait l'effort vraiment d'avoir en tout cas les produits essentiels dont on a besoin pour les soins de la population. La division assurance qualité du ministère de la Santé a décerné une note honorable à la polyclinique de Sokode. Néanmoins, les patients ont émis des vœux. Nous avons mis des boîtes à suggestions. Il y a une enquête de satisfaction qu'on fait de façon systématique et au niveau de ceux qui bénéficient des services du laboratoire de la polyclinique de Sokode. Et nous avons quand même des résultats vraiment satisfaisants. Ils savent que la polyclinique de Sokode, pour ce qu'elle fait, elle le fait bien, mais ils auraient aimé qu'on élargisse la palette des offres de services pour qu'ils puissent, quand ils viennent, qu'ils puissent avoir tout sur place, sans les référer. Parce que nous n'avons pas l'échographie, donc quand ils viennent, on leur prélève le sang et on fait les analyses, mais on lui dit, vas-y de l'autre côté, va au CHR faire l'échographie. Donc il y a des gens qui ne sont pas tout à fait en phase, qu'on leur dise d'aller ailleurs. Vivement que ces préoccupations soient prises en compte dans la mesure du possible. Bien, Olive, pendant que moi j'étais à Sokode, toi tu étais à Montien où l'ONG Bonne Fondaine a célébré pour la seconde édition la semaine menstruelle. Effectivement, la journée mondiale de la gestion de l'hygiène menstruelle est célébrée chaque 28 juin. Le choix du 28, ce qui signifie la durée moyenne d'un cycle menstruel. Alors, nous étions effectivement à Montien, surtout ou bien précisément au CG Ville 1. Et donc, cette journée a été marquée essentiellement par certaines activités. Nous avons pu interviewer les organisateurs et certains élèves. Suivons donc ces interviews. Cette journée est mise sous le thème l'autonomisation des femmes et des filles à travers une bonne gestion de l'hygiène menstruelle. Alors cette célébration a permis un peu
de donner l'information. Parce que depuis l'année passée, le slogan était « Brisons le silence et parlons-en autour de nous ». Parce que nous savons que les menstruations, comme on dit, ou bien les règles, est un sujet tabou et les gens n'en parlent pas. Et depuis l'année passée, nous avons brisé le silence, nous avons commencé à en parler autour de nous. Et nous avons commencé les sensibilisations et interpeller les décideurs et tous les acteurs par rapport à la thématique afin que chacun puisse réfléchir et mettre des interventions qui puissent permettre aux filles, aux femmes de mieux gérer les menstrues. Ici, nous sommes au CG Notienville 1. On nous a montré comment les filles doivent s'entretenir au temps de leur menstruation. Pour nous les garçons, ça ne doit pas être une moquerie, mais plutôt un encouragement entre nous les élèves. On peut se sensibiliser entre élèves. Vraiment, c'est un sujet d'actualité vu que les menstruations sont vécues comme un tabou dans notre société de nos jours. Il était de bon ton qu'on essaie de briser les liens par rapport à cette thématique. Et également, nous tenons vraiment à remercier le choix qui a été porté sur le district sanitaire du Haro. Qui parle d'hygiène, parle de santé. Parce que si l'hygiène n'est pas bien, la santé aussi n'est pas bien. Nous sommes vraiment impressionnés par la mobilisation des élèves, des autorités. Bien, on remercie donc l'ONG Bonnefontaine qui a travaillé en étroite collaboration avec le district sanitaire de Haro, Montien et le ministère de la Santé. La semaine dernière, il y avait un problème de contamination des poissons dans la Veraneho. Bien sûr, Marcel. Oui, cela a nécessité un communiqué conjoint du ministre de la Santé et du ministre de l'Agriculture. Effectivement. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage, de la Pêche et le ministre de la Santé et de la Protection sociale ont informé toute la population qu'il a été signalé le 18 mai 2018 un événement marqué par la découverte de milliers de poissons morts dans le lac du Toro, au Bénin, dans la commune d'Atiémé, localité frontalière avec le Togo, au niveau du Bamono. Et donc, selon le communiqué conjoint, il s'agirait d'un empoisonnement des poissons du lac par un produit de nature inconnue pour l'instant. Alors, pour assurer la protection des populations, des mesures ont été prises pour intensifier des contrôles aux frontières par les services compétents en vue d'empêcher l'entrée des poissons suspects sur notre territoire. Par ailleurs, toute intoxication consécutive à la consommation de poissons devrait être immédiatement signalée au centre de santé le plus proche. Les ministres invitent les populations à la vigilance et à l'application scrupuleuse des présentes dispositions. Alors, le professeur Moustapha Mijiawa, ministre de la Santé, et le colonel Urokura Agadazi ont signé ce communiqué, Marcel. Voilà, merci Olive. Qu'est-ce qu'il nous reste encore comme élément d'actu santé? Alors, tu étais au ministère de la Santé. Ah oui, tout à fait. J'étais effectivement au ministère de la Santé parce que quand on a reçu le docteur Hassan, il a dit que le ministère de la Santé dispose d'un plan de communication et nous avons approché le chargé, celui qui est chargé de ce plan de communication pour voir comment ce plan est opérationnalisé pour permettre à la population d'avoir toutes les informations nécessaires. Nous allons l'écouter. Le ministère de la Santé dispose d'une stratégie de communication. Et cette stratégie adresse la communication préventive et la communication curative. La communication préventive signifie la communication que nous faisons dans le cadre de la prévention contre les maladies, contre les épidémies, ce que nos amis agents de santé communautaires et les autres relais communautaires nous aident à faire. Et parfois, on y adjoint les médias. Et il y a aussi la communication curative qui se fait au niveau des formations sanitaires par rapport à la maladie et tout le reste. Et nous avons, au niveau de l'étendue nationale, des services décentralisés de communication qui se chargent du volet communication. Donc, par rapport au plan de communication, nous avons un plan de communication. Mais peut-être c'est dans sa mise en œuvre que nous allons voir comment réharmoniser les points pour que nous soyons beaucoup plus visibles. Nous avons décentralisé nos structures de manière à ce que le district dans lequel tu te trouves travaille en collaboration avec un certain nombre de médias. Donc c'est ce qui se passe. Bon, en plus des districts qui travaillent, des régions qui travaillent avec les médias de leur choix,
Il y a parfois, nous travaillons avec les médias nationaux comme la radio Lomé, Radio Kara, la TVT. Mais lorsque nous allons pour écrire nos stratégies et nos plans, nous intégrons les acteurs des médias avec nous. Et comme ça, ils sont au courant de ce qui se fait pour pouvoir nous aider à le vulgariser. On ne peut pas faire un plan de communication sans se baser sur l'éthique. Mais seulement, là où le bas blesse, c'est que tout le monde s'improvise en acteur de médias. Il n'y a pas vérification de l'information qu'on diffuse, et ce qui nous crée des problèmes de rumeurs. Or, les rumeurs sont très difficiles à gérer. Alors, Olive, je crois que c'est le dernier élément de notre volet Actu Santé. Nous rappelons de les spectateurs que le deuxième numéro du journal en ligne Santé d'abord, c'est ça qui est affiché sur votre petit écran. Il suffit seulement de cliquer sur votre portable. NUM, barre de 602. 02, c'est le deuxième numéro quand on avait assumé l'intérim en septembre avec Dr Djadou Edem qui a parlé, qui a expliqué de toute façon à la population tout ce qui est lié à la mortalité infantile liée au paludisme. Voilà, donc c'est tout cela que vous allez découvrir dans ce journal qui est affiché là. Et le travail se poursuit de toute façon par l'équipe de rédaction donc, de ce journal pour que vous puissiez la voir en ligne et donc sur la toile où que vous soyez. Et comme ça, la télévision togolaise est à votre disposition. Merci Olive. Merci Marcel. Eh bien, juste après le jingle, nous allons recevoir notre invité, Dr Amewi Dede Benedicta, médecin gynécologue obstétricienne, pour parler des grossesses extra-utérines. Jingle. Madame, venez pour ça. Madame, bonsoir. Bonsoir Marcel. Et merci d'avoir répondu à notre invitation pour parler d'un problème de santé de la femme. Il s'agit des grossesses extra-utérines que nous appelons communément GEU. Je voulais savoir, est-ce que c'est une nouvelle anomalie dans l'évolution d'une grossesse ou bien le problème existait depuis? Merci Marcel. Le problème existait depuis, ce n'est pas une nouvelle anomalie. La grossesse extra-utérine, c'est une grossesse qui n'est pas... Ça existait depuis, c'est une grossesse qui ne... Au lieu d'être intra-utérine, de se développer dans la cavité utérine, se développe en dehors de la cavité utérine. Donc on peut dire que c'est depuis... il y a eu la recrudescence entre 1970 et 1990 avec les infections sexuellement transmissibles qui ont fait un boom à cette période. Sinon, ça existait depuis. C'est ça. Alors, en réalité, qu'est-ce que c'est cette grossesse extra-utérine? La grossesse extra-utérine, c'est une grossesse qui n'est pas intra-utérine comme son nom l'indique, il est en dehors de l'utérus. Ça veut dire quoi? Voilà. Ça veut dire que quand une femme est enceinte, elle est enceinte par exemple, la grossesse l'œuf se nide dans l'utérus. Ça c'est la position normale. C'est la position normale. Mais maintenant, dans le cadre de la grossesse extra-utérine, l'œuf vraiment va se nider soit dans la trompe, soit dans les ovaires, soit dans la cavité abdominale, dans l'abdomen. Et ce n'est pas l'endroit idéal pour une grossesse pour se développer. Ces endroits ne sont pas idéaux pour une grossesse pour se développer. Donc, mais il faut savoir que la plupart du temps, on a les 3/4 des grossesses extra-utérines qui sont au niveau ampulaire, au niveau d'une partie de la trompe utérine.
Oui, comme nous le disons, le phénomène prend de l'ampleur de plus en plus. Alors on voudrait savoir quelle est la catégorie des femmes qui éventuellement est exposée à ce genre d'anomalie. Est-ce que c'est la nourriture que les femmes consomment? Est-ce que c'est les médicaments? Est-ce que c'est selon que la femme vit dans un milieu urbain, dans un milieu rural, l'environnement n'est pas le même? Alors, quelle est véritablement... Comment on peut expliquer la prévalence de ce type de grossesse? D'abord, il faut savoir que toute femme, même si tout est normal, peut faire une grossesse extra-utérine. Tout à fait. Et déjà, allons-y en parlant de les catégories de femmes qui peuvent être atteintes de grossesse extra-utérine. On parle en même temps des facteurs de risque. En même temps, parce que c'est les facteurs de risque qui font qu'il y a telle catégorie ou bien telle peut avoir la grossesse extra-utérine. Donc, les infections génitales à répétition, les antécédents de chirurgie au niveau des trompes utérines, des gens qui ont des malformations au niveau des trompes utérines ou bien des infections au niveau des trompes, les femmes qui fument, qui consomment du tabac, c'est les femmes qui ont déjà fait une grossesse extra-utérine peuvent encore faire les grossesses extra-utérines. Il faut savoir que l'âge augmente avec la grossesse extra-utérine. Au-delà de 35-40 ans, on a plus de chances de faire les grossesses extra-utérines, même si tout paraît normal. Les femmes qui font des traitements pour les infertilités peuvent faire des grossesses extra-utérines. Donc voilà un peu les facteurs. Dire si dans le milieu rural ou dans le milieu urbain, il y en a plus. S'il y a beaucoup d'infections sexuellement transmissibles ou bien des infections génitales dans le milieu rural qui n'est pas traité, c'est normal qu'il y en ait plus. Mais voilà. Bien, fidèles téléspectateurs, nous sommes avec Dr Ameoui Dédé Bénédicta. Elle est médecin gynécologue obstétricienne. Nous sommes en train de comprendre ce qui arrive que certaines femmes aient des grossesses extra-utérines. Nous avons, dans le cadre de cette émission, Olive a approché une femme qui a été une fois victime. Elle nous raconte un peu comment cela est arrivé et comment elle s'en est sortie grâce à l'intervention, bien entendu, de nos médecins qui sont de toute façon compétents en la matière. Interview. J'ai eu 2 fois, mais franchement, je ne sais pas ce qui veut dire j'ai eu. Les médecins m'ont dit que c'est une grossesse extra-utérine. Ça s'est commencé par des maux de bas-ventre et je n'arrivais même plus à me tenir debout. Cette douleur-là, c'est vraiment de fortes douleurs insupportables. On m'avait rapidement opéré sur le champ. Et grâce à Dieu, ça s'est bien passé. J'ai eu 2 fois de suite. Premièrement, on m'avait coupé une trompe. Et lorsque j'ai fait la deuxième, on m'avait encore coupé la trompe qu'on avait coupée premièrement. Actuellement, je n'ai qu'une seule trompe. C'est avec ça que j'ai pu faire encore un bébé. Oui, madame, vous avez suivi cette dame qui a fait 2 fois, j'ai eu. Est-ce qu'il y a des signes annonciateurs qui indiquent à une femme qu'elle a le G? Oui, il y a des signes annonciateurs. Comme la dame vient de dire, c'est des douleurs atroces, des douleurs pelviennes. Mais cette douleur-là ne se confond pas avec d'autres malaises qui peuvent arriver à une femme enceinte? Ok, d'abord, en fait, comment ça se passe? Une femme d'abord qui ne se sait pas enceinte, mais seulement qui a eu des troubles des règles, ou bien une femme qui sait qu'elle est enceinte, mais en début de grossesse. Et là, cette femme commence par avoir des petits saignements faits de sang noirâtre, des petits saignements. Normalement, une grossesse normale ne saigne pas. C'est quand il y a des problèmes qu'on saigne. Donc, elle commence par des petits saignements et des douleurs au niveau du bas-ventre.
c'est des signes annonciateurs. Il faut aller à l'hôpital. Ça ne veut pas dire que tout ça, quand il y a ça, ça veut dire que c'est une grossesse extra-utérine. Non, mais c'est des signes qui font penser exactement qu'il peut s'agir d'une grossesse extra-utérine et on doit aller à l'hôpital pour ça. Ok, on doit aller à l'hôpital. Oui, ça c'est le réflexe qui est recommandé de toute façon à toute femme qui sent des malaises quand elle est porteuse d'une grossesse. Et si les signes que vient de décrire le docteur, si ces signes-là apparaissent bien, il faut que la femme court rapidement à l'hôpital. Eh bien, toujours dans le cadre de cette émission, Olive a concocté un dossier pour nous permettre de comprendre davantage, en dehors des explications que nous donne notre invité. Eh bien, on va suivre ce dossier que nous a préparé Olive. Pendant l'ovulation, un ovule ou un œuf est libéré par l'ovaire de la femme chaque mois. Les fimbriers, petites projections en forme de doigt situées à l'extrémité des trompes de Fallope, capturent l'œuf et le guident vers l'intérieur. La conception a généralement lieu à l'intérieur des trompes de Fallope. Le spermatozoïde pénètre à l'intérieur de l'appareil génital féminin, atteint les trompes de Fallope où il s'unit, le cas échéant, à l'ovule. L'ovule ne peut être fécondé par un seul spermatozoïde. L'ovule fécondé quitte ensuite les trompes de Fallope pour atteindre l'utérus, où il peut s'implanter et se développer jusqu'à la naissance. Dans certains cas, cependant, des complications peuvent entraîner l'implantation de l'ovule fécondé dans des zones autres que la paroi utérine. On parle alors de grossesse extra-utérine ou ectopique. Bien que la majorité des grossesses ectopiques se développent dans les trompes de Fallope, on en observe dans l'abdomen, les ovaires ou le col de l'utérus. Une grossesse extra-utérine non diagnostiquée et non traitée peut provoquer la rupture des trompes de Fallope et des hémorragies intra-abdominales, mettant en danger la vie de la mère. En raison de ce risque, une grossesse ectopique est considérée comme une urgence médicale nécessitant une intervention chirurgicale immédiate. Madame, le reportage nous dit qu'une grossesse extra-utérine est dangereuse pour la femme. Quel est le risque qu'elle court en réalité? En fait, la grossesse extra-utérine est dangereuse pour la femme lorsqu'elle se rend, comme tout à l'heure, Madame Olive nous l'a présenté, lorsque l'œuf n'a pas été diagnostiqué, qu'elle est en dehors de l'utérus, qu'elle est dans la trompe, et l'œuf, lui, il est là, il va continuer par grossir, et quand ça se rend, la trompe n'est pas un endroit approprié pour que ça se développe, et finalement, elle rend la trompe alors qu'il y a des vaisseaux et il y a un saignement, une hémorragie intra-abdominale, et vraiment, la femme rentre dans un état de choc, et il faut opérer rapidement, le plus rapidement possible. C'est là où le pronostic vital, la femme peut mourir d'une grossesse extra-utérine rompue. Mais si on le diagnostique tôt, elle peut ne pas mourir. Il y a les traitements où on peut même conserver la trompe, on peut même récupérer cette trompe. Mais quand ça se rompt, c'est que la trompe, la plupart du temps, est détruite. On enlève la trompe et puis il lui reste une seule trompe, comme la dame de tout à l'heure a donné son témoignage. Voilà un peu. Voilà. Bien, nous savons que la question de la santé n'est pas seulement l'apanage du ministère de la Santé, même si c'est à lui que la République a confié la mission d'assurer la santé de la population. Nous savons qu'il y a aussi des privés et il peut arriver qu'une femme qui sent ce genre de malaise se dirige vers une structure, soit selon son lieu d'habitation, se dirige vers une structure soit publique ou bien privée. Est-ce que nous avons aujourd'hui dans le personnel médical les compétences nécessaires et les moyens techniques nécessaires pour pouvoir gérer ce genre de situation? La grossesse extra-utérine, pour être diagnostiquée au début, il faut faire une échographie. Il faut une échographie. C'est l'échographie qui peut voir et vous dire que non, la grossesse n'est pas intra-utérine ou bien elle est extra-utérine. C'est l'examen, premier examen qui se fait, qu'on n'a pas dans tous les centres
public ou privé, il y a pas, dans les centres publics la plupart du temps, mais ça dépend du niveau du centre. Tout à l'heure, avec la présentation je crois que c'est l'hôpital de Sokodé, c'est à Sokodé, ils ne font pas d'échographie là, ils sont obligés, la polyclinique réfère au CHR pour aller faire une échographie. Donc, il n'y a pas tout le matériel partout. Donc, et puis, il faut un opérateur ou bien un médecin. Par exemple, pour le diagnostic de la GU au début, souvent, c'est l'apanage des gynécologues. C'est les gynécos, vous le voyez, et puis il peut les examiner. Il y a des sages-femmes entraînées aussi qui peuvent, après un examen clinique, penser que non, ils suspectent une grossesse extra-utérine, faisons ça. Mais quand c'est vraiment rompu, on n'a plus besoin de faire une échographie, c'est la vie de la femme qui est en danger, il faut l'opérer, et on n'opère pas partout. Au Togo, c'est pas dans tous les centres qu'on opère parce qu'il faut un bloc opératoire, il faut du personnel qualifié pour pouvoir opérer. Donc, c'est ce que je peux dire. Donc, tous les bilans ne se font pas. Il y a l'échographie, l'examen. Il y a la célioscopie qu'on peut faire, qu'il n'y a pas dans nos centres publics, les grands centres publics au Togo. Il n'y a pas toujours la célioscopie. Il y a certains bilans sanguins qu'il faut faire pour confirmer qu'il s'agit vraiment d'une grossesse et comment c'est. Donc, voilà les éléments qu'il faut. Il faut des opérateurs entraînés, hein? Un gynécologue, un radiologue ou une sage-femme entraînée pour pouvoir faire le diagnostic. Sinon, on peut passer à côté de la GU. Voilà. Ce n'est pas évident au début. Et finalement, la femme risque de perdre la vie finalement. Oui, la femme risque de perdre la vie. Si elle ne la perd pas et qu'elle la conserve, elle peut perdre sa fertilité ultérieure. Ultérieurement, elle peut perdre ça parce que c'est par les trompes que les choses se passent. La dame de tout à l'heure, elle a eu la chance d'avoir eu sa deuxième trompe qui a fonctionné et elle a eu d'autres enfants, mais d'autres, malheureusement, qui perdent et les deux trompes, naturellement, elles ne peuvent plus faire d'enfants. Bien, fidèles téléspectateurs, nous sommes en train de suivre les explications que nous donne Dr Amewi Dédé Bénédicta. Elle est médecin gynécologue obstétricienne. Alors, bientôt le numéro va s'afficher. Vous pouvez nous envoyer vos questions à notre invitée. Elle est tout à votre disposition pour vous donner les éléments de réponse nécessaires. En quoi consiste le traitement adéquat? Est-ce que c'est d'arrêter l'évolution de la grossesse ou bien il y a possibilité de l'accompagner jusqu'à terme? Comme on vient de en cas de grossesse extra-utérine. Merci. Comme on vient de le dire, Marcel, l'endroit où la grossesse va s'implanter, ce n'est pas son endroit habituel. C'est pas possible qu'un enfant grandisse là-bas. Il y a eu des cas de grossesse abdominale qui ont grandi et l'enfant en a opéré après, mais c'était beaucoup de risques pour la femme. Mais si c'est dans les trompes, c'est pas possible. Ce qu'il faut quand il y a une grossesse extra-utérine, c'est d'enlever la grossesse de la trompe et de récupérer la trompe. Ça fait qu'il y a le traitement qui est radical, c'est le traitement où on enlève totalement la trompe, on appelle ça les salpingectomies, c'est dans le cas où ça se rompt. La grossesse extra-utérine est rompue, on ouvre le ventre, on fait une laparotomie et on enlève totalement la trompe. Bon, il y a aussi la célioscopie, c'est des interventions par voie célio qu'on peut faire et puis on enlève totalement la trompe. Maintenant, le traitement conservateur, on le fait seulement selon le stade de la grossesse extra-utérine pour la trompe. Donc, si on est à un stade très précoce, c'est juste au début de la grossesse, on verra que la trompe n'est pas boudinée, la trompe n'a pas pris le temps de grossir et on peut des fois ouvrir juste la trompe, extraire la grossesse et puis laisser la trompe se cicatriser et espérer récupérer cette trompe pour une autre grossesse. Et puis il y a aussi le traitement médical qu'on peut faire. Des fois on n'a pas besoin de faire la chirurgie, on doit faire seulement certaines injections d'un médicament que nous pouvons injecter et qui va détruire la grossesse. Des fois, on le fait in situ, c'est-à-dire sur la grossesse, par voie célioscopique ou laparoscopique. Laparotomique, ça dépend, mieux par voie célioscopique, ou bien on fait des injections sur la personne même et on surveille
le taux de bêta-HCG, c'est-à-dire des prélèvements sanguins. On surveille à l'échographie, on surveille pour voir si le bébé qui est implanté en dehors de l'utérus est en train de mourir, parce qu'il faut que ça meure, parce que ça ne doit pas avancer. Donc, une grossesse extra-utérine, c'est comme ça, on ne peut pas récupérer la grossesse, c'est fini. Donc, voilà un peu, à part certaines grossesses abdominales, qu'on arrive à aller jusqu'à terme. Voilà. Merci, madame. Nous avons approché un médecin qui probablement va confirmer ce que vient de dire notre invité, docteur Amewi Dédé Bénédicta. On va suivre cette interview qui a été réalisée par ma collaboratrice de cette émission, Olive Sewono. Une grossesse qui se développe en dehors de l'utérus, souvent au niveau d'une trompe ou de l'ovaire ou dans l'abdomen carrément. C'est une pathologie qui est fréquente souvent chez les femmes. Le diagnostic est parfois difficile et souvent c'est un diagnostic posé devant une femme qui présente un retard des règles avec une douleur pelvienne et parfois un petit saignement fait du sang noirâtre. Donc devant ce signe, il faut vite agir pour pouvoir poser le diagnostic de grossesse extra-utérine. En fait, on n'a pas une cause en tant que telle, mais ce sont les facteurs de risque. Et comme facteur de risque, on peut citer le tabagisme, ça peut entraîner des grossesses extra-utérines. Il y a aussi les antécédents de grossesse extra-utérine, c'est-à-dire des femmes qui ont déjà eu à faire des grossesses extra-utérines ont des risques d'en faire encore. Il y a aussi les infections sexuelles transmissibles. Il y a les infections comme les salpégistes, c'est-à-dire les infections des trompes, qui fragilisent les trompes et qui peuvent causer les grossesses extra-utérines. Il y a aussi certains dispositifs intra-utérins de contraception, stérilés, voilà. Il y a aussi la procréation médicalement assistée, c'est-à-dire lorsqu'on essaie d'assister les femmes dans la procréation de façon artificielle. Les fécondations in vitro, etc. Ça peut entraîner aussi des grossesses extra-utérines. Sans oublier la chirurgie de stérilité. Souvent, on intervient de façon chirurgicale pour aider les femmes qui présentent les infertilités. Ça aussi peut entraîner des grossesses extra-utérines. C'est fréquent et des diagnostics parfois difficiles. Parfois, ça peut se révéler sans que les 3 signes que je viens de mentionner ne soient réunis. On peut découvrir la femme dans un état de choc avec une hémorragie cataclysmique, c'est-à-dire la femme beaucoup saigner, va se retrouver dans un état de choc. Et dans ces cas-là, ça devient une urgence extrême. Bien, madame, nous venons de suivre le docteur qui ne fait que confirmer en fait ce que vous avez dit. Dans votre parcours professionnel, puisque vous êtes toujours en fonction, eh bien, combien de cas de GEU vous avez eu à gérer, et si certaines vous ont marqué de façon particulière, eh bien, vous pouvez nous en parler avant qu'on ne voit comment vous allez rassurer les femmes qui veulent bien avoir des enfants ou bien celles qui ont déjà des grossesses. Eh bien, au vu de tout ce qu'on est en train de dire, ça risque de les apeurer. Mais allons d'abord aux cas qui vous ont le plus marqué dans votre parcours professionnel en tant que docteur gynécologue. Merci Marcel. J'ai eu à gérer beaucoup de grossesses extra-utérines au cours de mon parcours professionnel. Ça fait un peu longtemps, ça fait plus de 10 ans que j'exerce. Donc il y a eu beaucoup et des cas m'ont vraiment choqué, pas choqué, mais bon, il fallait vite faire. Il fallait vite faire parce qu'il y a eu des cas où c'est des hémorragies avec un état de choc et il fallait vite faire. Des fois, pour s'habiller, le temps d'aller au bloc, le temps même de mettre l'anesthésie, il fallait arrêter l'hémorragie. Le plus important, c'est d'arrêter l'hémorragie. Il faut arrêter le saignement parce que ça saigne, il faut l'arrêter le plus rapidement. Et j'ai eu ces cas et ça a été vraiment c'est pas facile au cours de nos gardes à l'hôpital, au CHU et autres. Donc, ce qui est intéressant, il y a eu des cas où les femmes, elles ont après eu des enfants et d'autres après
elles n'ont pas eu parce que la trompe contralatérale n'étant pas bien perméable, il fallait vraiment d'autres traitements. Donc, si je peux résumer ainsi, voilà, c'est les cas que j'ai eus. J'en ai eu beaucoup quand même. Mais il n'y a pas eu de décès? De décès? Non, non, j'ai pas eu de décès de GU à ma connaissance, non. Souvent, on les amène dans des états vraiment... Bon, s'il y a décès, peut-être qu'elle est décédée à la porte. Mais quand ils arrivent dans les services, on essaie de faire le plus rapidement possible. On court, on laisse tout et puis on court. Parce qu'il faut sauver la personne. Donc, voilà. Bien, comme je le disais, certainement, beaucoup de femmes, en écoutant les explications et, disons, la peur de mourir d'une grossesse extra-utérine, eh bien, elles hésitent ou, de toute façon, elles ont peur. Et il n'y a que vous qui puissiez les rassurer de la disponibilité de toute façon et de la qualité du personnel à s'occuper d'elle. Merci. On n'a pas besoin d'avoir peur d'avoir une grossesse extra-utérine. Plus tu as peur, tu risques d'avoir la grossesse extra-utérine. Parce que quand on a peur, ça entraîne des spasmes, on a peur de tomber enceinte et puis on a peur et puis pouf, on ferme les trompes et puis la grossesse, au lieu de revenir dans l'utérus, ça va plutôt dans la trompe ou bien, bon, c'est une parenthèse. Donc, que les femmes traitent correctement leurs infections génitales. Quand il y a des infections, on se traite. Quand on a des pertes qui sentent mauvais, on fait des examens appropriés, on va consulter un gynécologue et on se traite. On ne met pas du Vitago pour arrêter un peu les brûlures et puis on dit, il y a manière, on a mis Vitago. Non, 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 non. Et il faut pas avoir il faut traiter correctement les infections génitales. Et on demande aux femmes de vite faire leurs enfants parce qu'on a dit tout à l'heure que plus l'âge avance, plus les risques de grossesse aussi avancent. Au-delà de 35-40, les complications sont là. Donc, il est mieux de faire vite les enfants. Mais maintenant, c'est pas toujours ça. Mais bon, on demande toujours aux femmes de faire plutôt leurs enfants. C'est encore mieux. Ça ne veut pas dire que les femmes jeunes ne font pas. En réalité, les femmes jeunes font les grossesses extra-utérines. On a parlé d'infections. Quand il y a des infections qui ne se traitent pas correctement, là, c'est surtout, elles en font. Et puis, il faut se dire qu'une femme chez qui tout est normal peut, au cours de son épisode de sa vie génitale, elle peut faire une grossesse extra-utérine. C'est possible. Mais avec une seule trompe, on peut peupler tout le Togo. C'est ce qu'on dit souvent. Donc, c'est une façon de dire on peut refaire d'autres enfants. Donc, il ne faut pas avoir peur d'avoir une grossesse extra-utérine. Il faut vivre sa vie, se traiter correctement. Au moindre signe, aller voir le médecin, le gynéco, pour qu'on se traite. Donc, voilà. Ok. Nous, dans Actu Santé, nous avons passé un reportage d'une initiative de l'ONG Bonnefontaine en collaboration avec le district sanitaire de Montin et le ministère de la Santé qui a célébré la journée mondiale de la menstruation. Alors, est-ce que vous trouvez que vraiment c'est une bonne initiative qui peut déjà préparer, surtout que c'est dans le milieu scolaire et à l'endroit des jeunes filles que le message est passé, et à l'endroit aussi des décideurs, parce que dans les interviews que nous avons suivies, ils ont interpellé aussi les décideurs pour qu'ils prennent toutes les dispositions. Alors, quelle appréciation faites-vous de cette célébration? C'est une très bonne initiative, parce qu'il faut que dès l'âge de la puberté, on apprenne aux filles comment gérer leurs règles, comment se prendre en charge. Comme ça, s'il y a des petits trucs, des problèmes, elles peuvent rapidement voir les parents. J'ai ça, je dois aller voir le médecin. Quand on n'apprend pas aux filles tôt, elles sont là, elles ne font rien, elles ont peur d'en parler à leur mère ou bien à quelqu'un. Et ce qui doit arriver à l'âge d'avoir les enfants, les infections sont là. Et après, c'est des GU par-ci, des avortements par-là, etc. Donc, je pense que c'est une très bonne initiative que dès le collège, dès le lycée, on puisse apprendre aux filles les menstruations pour qu'elles aient les signes et comprennent les signes de leur vie génitale. Tout à fait. Merci vraiment.
Fidèles téléspectateurs, nous sommes avec Dr Amewi Dede Benedicta, médecin gynécologue obstétricienne, qui nous donne toutes les informations dont nous avons besoin pour comprendre le phénomène des grossesses extra-utérines, donc des grossesses qui se positionnent là où il ne faut pas, au mauvais endroit, comme nous l'avons dit dans notre introduction, et dont les conséquences véritablement sont vraiment très graves, dans la mesure où il peut arriver, au cas où vraiment l'intervention médicale n'est pas au point ou n'arrive pas à temps, eh bien la femme peut perdre la vie. C'est tout cela que nous sommes en train de dire. Si vous nous avez pris au vol, docteur, nous voulons toujours aller dans le sens de la prévention, dans le sens des conseils pratiques pour que les femmes et les hommes, voilà. Est-ce que les hommes n'ont pas une responsabilité pour que les causes que vous aviez dit dès le départ là, que les hommes aussi participent à accompagner de toute façon leurs épouses? Oui, bien sûr, les hommes ont une responsabilité puisque c'est les hommes qui font le bébé avec les femmes. Donc, ils peuvent accompagner leurs épouses, leurs copines, leurs femmes dans ces expériences, dans cette expérience douloureuse qu'est la grossesse extra-utérine. C'est une expérience vraiment douloureuse pour la femme. Donc, les hommes ont leur part. Bon, les conseils que je peux donner, d'abord, il faut se faire correctement traiter en cas d'infection génitale. Les pertes blanches, les pertes qui sentent mauvais, les douleurs pelviennes, les douleurs lors des rapports sexuels. Les rapports sexuels ne doivent pas faire mal. Ou bien les douleurs lors des rapports sexuels atroces. Il faut pas être là à prendre du Brufen, de prendre du Vitago, à prendre des choses pour calmer un peu et puis arrête. Non. Il faut aller chez le médecin. Il faut aller consulter, il faut aller faire les analyses appropriées, se traiter correctement. Parce que quand on traite mal ces infections génitales, ces infections, c'est ça qui inflamme les trompes. Et les trompes restent le nid. L'infection génitale haute est le nid des grossesses extra-utérines. Quand la trompe est malade, il y aura une grossesse, la grossesse, ça ne va pas descendre. Comme on a montré tout à l'heure, le fécondé dans la trompe ne va pas descendre, elle va rester dans la trompe parce que la trompe ne lui laisse pas la place de descendre et elle donnera des grossesses extra-utérines. En parlant tout à l'heure, on a parlé et le docteur a parlé des dispositifs intra-utérins. Bon, c'est des cas qui arrivent, mais c'est rare. C'est pour ça que quand on porte un dispositif, il faut faire des contrôles réguliers chez la sage-femme, le gynécologue, c'est-à-dire le stérilet, ce que nous appelons communément le stérilet. Ouais. Il faut faire des contrôles. Donc voilà. Et si une grossesse, dès le début d'une grossesse, il faut toujours se faire consulter. Il ne faut pas attendre 5 mois pour voir le ventre bien gros avant d'aller à l'hôpital. Parce que souvent, c'est ce que les gens font. Ils disent, je pense que je suis enceinte. Et on attend 5-6 mois, le ventre est bien gros. Et on s'en va parce qu'on dit, on va le peser la grossesse. Non, c'est pas ça, peser. On ne va pas peser la grossesse. Donc, il faut se faire consulter tôt, voir la localisation de la grossesse. Est-ce que c'est une grossesse qui est bien localisée? L'échographie le démontre, même l'examen clinique correct avec un entraîneur le sait. Une sage-femme peut examiner, voir que voilà, ou bien le gynéco examine pour savoir, le gynécologue examine pour dire que vraiment c'est bien. On fait une échographie précoce pour savoir. Et s'il y a des saignements en début de grossesse, on ne reste pas à la maison. On ne se dit pas, ça va passer, ça va aller. J'ai saigné juste un peu. Un petit saignement. Un petit saignement. On pense toujours à une grossesse extra-utérine. On pense toujours à une grossesse extra-utérine et quand c'est rompu, c'est une urgence chirurgicale et il faut vite faire. Et ça fait même des dépenses si on ne se prend pas. Des dépenses et on peut mourir. Non, tout à fait. On peut mourir. J'ai dit, j'ai pas eu des cas, j'ai pas souvenance de cas de décès dans ma pratique, mais on meurt de GU. Il y a des gens qui sont morts à cause d'une grossesse extra-utérine mal suivie parce qu'il n'y a pas eu forcément un saignement. Beaucoup, juste des petits saignements, mais le saignement est resté dans le ventre de la femme. Après, c'est un état de choc
Et si il faut vite faire, il faut courir. Le bloc n'est pas toujours libre. Il faut courir, il faut avoir un centre chirurgical pour rapidement opérer. Sinon, c'est la rapidité qui fait qu'on peut sauver la personne. Si on n'a pas de personnel, si on ne fait pas vite, ou on n'a pas l'équipement nécessaire, la personne meurt. Tout à fait. Et c'est dommage. Merci, docteur. Les téléspectateurs, certains ont posé des questions. Il y a quelqu'un qui voudrait savoir, après rupture d'une trompe, la femme peut avoir un GEU dans la même trompe? Est-ce que c'est possible? Après la rupture d'une trompe, est-ce que la femme peut avoir une grossesse extra-utérine dans la même trompe? Oui, exactement. Quand on dit rupture de la trompe, on ne l'a pas enlevée. Il y a section de la trompe. Enlever la trompe, ça n'existe plus. Dès qu'on enlève totalement la trompe, on appelle ça une sapingectomie totale. Il n'y a plus la trompe, il ne peut pas avoir de grossesse extra-utérine. Mais la trompe qui a été abîmée, et juste ça a été rompu, comme on le dit, et on ne l'a pas coupée totalement, la femme peut faire une grossesse extra-utérine dans cette même trompe. C'était ce qui est arrivé à la dame dont on a, qui a été présentée. Elle a eu la GEU 2 fois au niveau. Donc, ça veut dire qu'à la première intervention, on a essayé de réparer la trompe. Est-ce qu'on l'a bien réparée? C'est pas évident, les réparations des trompes. Donc, peut-être que l'inflammation est restée, la trompe n'est pas bien réparée. Et il y a eu encore une grossesse extra-utérine sur cette même trompe. Probablement que la deuxième fois, on l'a coupée totalement et elle a pu tomber enceinte avec la trompe, la trompe qui est restée intacte. Tout à fait. Voilà. Donc, on peut faire une GEU après rupture d'une trompe. Alors, il y a quelqu'un d'autre qui voulait savoir si les sages-femmes ne peuvent pas constater une GEU sans l'échographie. Je crois que vous avez déjà répondu à la question. Il faut forcément passer par l'échographie pour savoir si c'est... Oui, il faut forcément passer par l'échographie quand c'est précoce. Mais quand ça commence pas à être fissuré ou bien quand commence pas à être, comment on dit, il y a hémorragie et c'est douloureux, on n'a pas besoin de l'échographie. L'examen clinique seul avec une ponction que nous faisons à travers, on appelle ça ponction du Douglas, à travers le vagin de la femme, la sage-femme le fait. Et elle remarque qu'il y a du sang alors que la femme est enceinte, elle a mal, c'est une GEU, on ne peut pas faire d'échographie en urgence, on va au bloc, on ouvre pour sauver la personne. Okay, donc la sage-femme peut. Alors, quelqu'un d'autre voudrait savoir à quel mois de la grossesse on peut reconnaître le GEU. Est-ce que c'est au premier mois, au deuxième, au troisième? Voilà. Les GEU, donc on les reconnaît souvent entre la 4e semaine d'aménorrhée et la 8e semaine d'aménorrhée, c'est-à-dire au premier mois de la grossesse. Même, on peut aller jusqu'à 12 semaines d'aménorrhée. On peut aller jusqu'à 12 semaines d'aménorrhée. Donc, ça veut dire que c'est une pathologie du premier trimestre de la grossesse. Mais, il faut savoir, on a parlé tout à l'heure d'une grossesse abdominale. On ne saura pas forcément, si elle n'a pas fait d'échographie au premier trimestre, au début de la grossesse, on ne saura pas que c'est une grossesse abdominale. On a eu des grossesses abdominales qui ont évolué, elle n'était pas correcte, elle a eu des douleurs pendant toute la grossesse, elle est dans un milieu rural, elle n'a jamais fait d'échographie, elle est enceinte, maintenant 9 mois arrivent, on doit accoucher, la sage-femme touche, il ne voit rien, rien n'est ouvert. Finalement, la sage-femme dit non, le bébé doit sortir, la femme se tord, le temps est arrivé. On ouvre et on se rend compte que l'utérus est à part, le bébé est à part et on sort le bébé. Et dans ces cas, souvent on laisse le placenta, on surveille parce que si vous voulez enlever le placenta, au lieu d'être collé dans l'utérus, normalement qui est sa place, il vient se coller à un organe de l'abdomen. Donc on ne l'enlève pas. C'est des cas qui sont arrivés. Donc ça veut dire que c'est vrai, la plupart des GEU, c'est une pathologie du premier trimestre, mais on peut avoir des grossesses GEU abdominales qu'on peut découvrir en fin de grossesse. Très bien, merci madame. Il y a une dernière question qui nous est parvenue. Bonsoir docteur, j'ai ma femme, suite à des douleurs lors de la première grossesse, a fait une fausse couche. Après cela, on a fait échographie, mais tout est normal. Actuellement, ces douleurs ont repris. À quoi cela est dû?
Ça, c'est une consultation. C'est une consultation. Il faut qu'il paye ma consultation pour que je vois. Il va prendre mon numéro pour appeler. Excusez-moi. Parce qu'il faudra interroger. Il y a beaucoup de choses à savoir. Ouais. Parce qu'on ne peut pas savoir quoi la douleur est due. Il y a beaucoup de choses qui donnent des douleurs pelviennes chez une femme. Tout à fait. Voilà, donc celui qui a posé la question a déjà l'élément de réponse. Il y a beaucoup de choses. Il faut une consultation. Carrément, il faut une consultation. Et donc, ce n'est pas sur ce plateau que le docteur peut donner toutes les informations. Eh bien, nous sommes à presque à 5 minutes de la fin de cette émission sur les grossesses extra-utérines que nous appelons GEU. Et nous avons l'honneur cet après-midi de recevoir Dr Amewi Dédé Bénédicta, elle est médecin gynécologue obstétricienne, qui est en train d'éclairer les téléspectateurs et surtout les femmes sur les dispositions à prendre, les conseils pratiques dont elles ont véritablement besoin pour ne pas tomber dans ce genre de situation si c'est faisable. Est-ce que vraiment on peut prévenir? C'est possible de prévenir? Oui, il faut prévenir. Prévenir une grossesse extra-utérine, qu'est-ce qu'on peut dire? Éviter les infections, traiter correctement les infections. Quand on traite correctement les infections, les trompes sont bien et on ne fait pas de grossesse extra-utérine. Okay. Mais prévenir, là, j'ai dit que chez des femmes, tout peut être normal mais et elle peut faire la grossesse. Donc, je ne sais pas. Je crois que les téléspectateurs sont très intéressés par le sujet. Les questions continuent de nous parvenir. Il y a deux autres téléspectateurs qui, l'un voudrait savoir, après une opération chirurgicale due à une GEU, combien de temps faut-il pour que la femme retombe enceinte? Merci. D'abord, après une grossesse extra-utérine, il faut attendre. Souvent, on met la dame sous contraception. Le 6e mois, elle doit refaire une analyse que nous appelons l'hystérosalpingographie pour pouvoir regarder la trompe. Les trompes, est-ce que peut-être qu'on n'a pas coupé la trompe pour voir si les trompes sont perméables avant de lui permettre de tomber enceinte. Parce que si on n'a pas l'assurance de la perméabilité d'une ou des trompes, elle tombe enceinte, elle peut faire encore une grossesse extra-utérine. Donc la meilleure des choses, c'est d'attendre les 6 mois, faire l'examen pour regarder les trompes, pour être sûr que la trompe qui est là est bonne et on permet à la femme de retomber enceinte et on espère souvent qu'elle fera une grossesse intra-utérine. Bien, pour celui ou celle qui a posé de toute façon la question, nous espérons que le docteur a donné la réponse qu'il faut. Il faut un suivi médical simplement. Alors, une autre personne voudrait savoir, peut-on passer d'une GEU à une GIU? Je ne sais pas ce qu'ils appellent IU, GIU. GIU, c'est une grossesse intra-utérine. Si on peut passer d'une grossesse extra-utérine à une grossesse intra-utérine, non. Comment c'est possible? Une grossesse qui s'implante, parce que quand on parle de l'implantation, c'est que la grossesse, mais c'est comme un arbre qui commence par mettre ses racines et s'implante quelque part. Comment il va se déraciner pour quitter là-bas, pour retourner dans l'utérus? Non. Mais il y a des associations de grossesse extra-utérine et de grossesse intra-utérine. Donc les deux peuvent se développer en même temps. Donc des fois on est obligé d'opérer, d'arrêter la grossesse extra-utérine et de laisser la grossesse intra-utérine évoluer. Mais une grossesse extra-utérine ne peut pas redevenir une grossesse intra-utérine. Non. Nous allons donner l'opportunité à la toute dernière personne qui a posé la question, parce que nous n'allons plus recevoir de questions, nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. Ma femme a eu une GU depuis 2013, mais jusqu'à ce jour, plus de grossesse. J'aimerais savoir pourquoi. Merci beaucoup. D'abord, il faut savoir que c'est pas parce que il y a des femmes qui n'ont pas fait de GU, qui sont mariées depuis 2013 et qui ne tombent pas enceintes.
Donc, ça ne veut pas dire que c'est parce que sa femme a une GU et elle tombe enceinte. Il faut voir beaucoup de choses. Et tombe enceinte, il faut voir, est-ce que le monsieur... C'est pas une seule personne qui tombe enceinte. Est-ce que les spermatozoïdes sont bons? Est-ce que il n'y a pas un fibrome qui est dans la cavité utérine qui empêche la grossesse? Il n'y a pas un problème au niveau de la nidation? Est-ce que l'autre trompe, est-ce qu'elle est toujours bonne ou bien la trompe n'est pas bonne? Donc, c'est beaucoup de choses. C'est pas parce qu'on dit que quelqu'un a fait une GU et puis elle peut tomber enceinte que pourquoi moi j'ai fait une GU et je ne suis plus tombée enceinte. Il faut voir beaucoup de choses. C'est comme une femme qui est mariée qui ne tombe pas enceinte. D'autres se marient, ils tombent enceintes le plus rapidement possible. D'autres, il faut attendre 5 ans. D'autres, c'est 10 ans. Il faut faire des traitements pour pouvoir tomber enceinte. Donc, quand il a fait une GU, il faut repartir à l'hôpital, faire tous les bilans pour voir pourquoi il tombe enceinte, pour l'aider à tomber enceinte. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Merci, madame. Votre dernier mot à nos téléspectateurs qui étaient nombreux à poser des questions, parce que le sujet les intéresse hautement. Ok. Je remercie les téléspectateurs pour avoir suivi cette émission. Et mon dernier mot, c'est que toute femme qui est enceinte, de grâce, dès que vous êtes en début de grossesse, il serait judicieux, mieux, d'aller consulter. Il y a les sages-femmes partout dans les centres reculés. Il y a une sage-femme, il y a un accoucheur, il y a tout plein de gens. Quand vous êtes dans un milieu rural, quand vous êtes à Lomé ou bien dans un milieu urbain, pas forcément à Lomé, d'aller consulter pour voir est-ce que ma grossesse est bien implantée, est-ce que c'est bon, il n'y a pas de problème. Des fois, on n'a même pas besoin de faire une échographie au début pour que la sage-femme te dise non, je pense que ça va, ça peut aller. Et puis, mais si on est en ville, on fait une première échographie au début pour avoir une idée sur la localisation de la grossesse. Et vraiment, c'est important que les femmes n'attendent pas à 5 mois, 7 mois pour aller vers les agents de santé qui s'occupent des grossesses. Et en deuxième chose, quand on est en début de grossesse et quand on saigne, même un petit saignement, des douleurs abdominales, allez vous faire consulter pour voir ce qui se passe. Parce que la GU est toujours possible. Il faut toujours penser à la grossesse extra-utérine. Le médecin, c'est la hantise du médecin, du gynécologue, de la sage-femme, la grossesse extra-utérine. Donc, il faut qu'il puisse s'assurer. Donc, c'est à la femme d'aller vite pour éviter les situations d'urgence. Parce qu'aujourd'hui, c'est dans nos pays en voie de développement qu'on trouve des grossesses extra-utérines rompues. En Europe, pratiquement, il n'y a plus de grossesses. C'est rare d'avoir des grossesses extra-utérines rompues à des stades. Non, déjà très tôt, on les diagnostique et on fait le traitement. Et ils font beaucoup plus le traitement conservateur. Pour que nous puissions le faire nous aussi ici, il faut qu'on les diagnostique tôt. L'échographie aujourd'hui est plein partout. C'est vrai qu'il n'y a pas toujours des opérateurs corrects ou bien des opérateurs appropriés, mais les gens font ce qu'ils peuvent faire pour pouvoir faire vite et bien les diagnostics. Merci. Merci à Madame Ameoui Dédé Bénédicta, médecin gynécologue obstétricienne. Merci d'avoir fait vraiment le déplacement de la télévision. Le sujet a suscité beaucoup d'intérêt au vu des questions qui ont été posées. Eh bien, merci à Olive et à toute l'équipe de toute façon de réalisation de cette émission. Nous, au niveau de l'intérim, nous rendons le tablier à la direction de la télévision togolaise qui nous a fait confiance pour les 2 semaines. Nous espérons avoir essayé de répondre aux attentes des téléspectateurs, d'avoir essayé de répondre aux attentes également de la direction de la télévision togolaise. Mais dans le couloir, nous avons appris beaucoup de choses. Les gens attendent que cette émission soit réorientée. Ils ne comprennent pas pourquoi une émission de santé ne soit consacrée que pour les problèmes de maladie, alors qu'aujourd'hui, selon l'OMS, la santé est un tout. On peut parler de la santé animale, alors qu'on n'a jamais parlé de la santé animale dans cette émission. Eh bien, voilà ce que les gens disent. Et nous espérons que la direction de la télévision togolaise donnera les orientations nécessaires pour que cette émission réponde beaucoup plus aux attentes de tous ceux qui veulent qu'on parle de la santé d'une manière générale, puisqu'il n'y a pas une santé animale à part
et une santé humaine à part. Merci à vous, téléspectateurs qui nous avaient accepté de toute façon chez vous durant les 2 semaines. Et nous vous disons au revoir et à la prochaine. Merci.